Alors, dans cette capsule-ci, on va aborder la section 2.9 sur ce qu'on va appeler les ondes stationnaires. De quoi il est question ici? Si on regarde la diapo, on parle d'une corde qui est tendue aux deux extrémités. C'est une corde qu'on prend toujours, mais on peut penser à des poutres, on peut penser à tout ce qui peut vibrer. Or, il faut imaginer une onde sinusoïdale à une fréquence donnée qui est lancée vers la droite et qui va être réfléchie. Et là, on va avoir deux ondes. Une onde vers la droite et une onde vers la gauche qui, en tout point, vont interférer, se superposer. Et dans certains cas, lorsque l'onde vers la droite et l'onde vers la gauche seront en tout point en phase, ben, il va y avoir interférence constructive et il va y avoir une onde résultante importante. Maintenant, ça peut arriver à plusieurs conditions. Et on va montrer qu'il va exister des modes possibles. Ici, on a ce qu'on va appeler le mode fondamental, où on a la corde qui vibre de haut en bas et on voit que c'est la moitié d'un cycle. Donc, ce sera une demi-longueur d'onde. Ici, on a un cas où on a un cycle complet, donc une pleine longueur d'onde, et ainsi de suite. Il va y avoir des points dans l'espace où il n'y aura aucune vibration. Pourtant, les ondes circulent constamment. À ces points-là, le résultat va être zéro. Et à ces trois points-là, 1, 2, 3, on va appliquer le nom de nœud. Ici, on a deux nœuds et c'est le mode fondamental, mode numéro 1. Ici, on a 1, 2, 3 nœuds. C'est le mode numéro 2. Ici, on a 1, 2, 3, 4 nœuds et c'est le mode numéro 3. Le numéro du mode se compte par le nombre de ventres de l'onde résultante. Ici, on a un ventre. Ici, on a deux ventres, trois ventres, mais le nombre de nœuds, c'est le nombre de points où on a une oscillation zéro. Et là, on remarque bien que c'est la même corde, donc de la même longueur. Ici, j'ai une demi, deux demi, trois demi longueurs d'onde. Il s'agit donc pas du tout de la même onde, puisque la longueur d'onde est différente. Il s'agit de la même vitesse de propagation, puisque c'est la même corde, avec la même tension et la même densité linéaire. Alors, on va aller regarder un petit peu la mathématique qu'il y a derrière ça et les conclusions qu'on pourra en tirer ensuite. Alors, si j'ai deux ondes, je répète, j'additionne les deux ondes. On peut mettre le YM en évidence. On a l'onde vers la droite avec un moins, l'onde vers la gauche avec un plus. On utilise notre identité trigonométrique et voici ce qui ressort. Ce qui découle de ça, c'est qu'on a un terme qui ne dépend que de la coordonnée d'espace, un sinus, et un autre terme qui ne dépend que de la coordonnée de temps, le cosinus. Donc, on a constamment des ondes qui circulent à droite et à gauche. Lorsqu'elles vont interférer de façon constructive, on aura des points où le sinus kx peut être égal à 0. Donc, dans l'espace, en fonction de la coordonnée d'espace, on pourra avoir des points où l'amplitude résultante est nulle. C'est le cas de ces nœuds-là. On va faire un petit peu la mathématique de ça. Quand le sinus kx peut-il être égal à 0, je réécris le k comme étant 2pi sur lambda. On a donc 2pi x sur lambda n. J'écris n parce qu'on a bien montré que la longueur d'onde doit varier. Dans un cas, on a pour la même corde une demi, ou deux demi, ou trois demi longueurs d'onde. Par conséquent, la longueur d'onde varie. Ça arrive lorsque le kx, qui est l'argument du sinus, pour que ça donne 0, il faut qu'il soit égal à npi. Et on trouve que ça va arriver à chaque fois que x est égal à n fois lambda n sur 2, de quoi on déduit qu'il y aura toujours une demi-longueur d'onde entre deux nœuds. Évidemment, plus le nombre de nœuds augmente, plus la longueur d'onde doit diminuer, mais il y aura toujours une demi-longueur de cette onde-là
entre deux nœuds. L'autre chose, on va relier ça à la fréquence. Or, si on fixe la corde aux deux extrémités, comme on a montré tout à l'heure, il faut que K fois L soit égal à 0. Bon, K fois X égale 0, c'est trivial, mais à KL égale 0, ben, ça implique que KL, qui est toujours égal à L sur lambda n fois 2pi npi, on trouve que la corde lambda n est égal à 2L sur n, ou bien L est égal à n lambda n sur 2, un nombre n de fois la demi-longueur d'onde. Utilisant le fait que lambda et v sont reliés par cette expression-ci, on va isoler la fréquence et on va trouver que Fn est égal à v sur lambda n. Donc, et on remplace la vitesse par F sur mu. On voit donc qu'à des fréquences différentes, lorsqu'on va lancer une fréquence différente dans la corde, on va avoir des longueurs d'onde différentes et on a cette expression ici. Si on regarde des instruments de musique, pour le moment, les instruments à cordes, au prochain chapitre, on va voir qu'il y a une relation équivalente avec les instruments à vent. On vient de dire que la fréquence du mode va être n fois la fréquence fondamentale, donc nv sur 2L, et voici. Alors, ce qui veut dire que si on veut des fréquences très basses, on peut jouer sur la longueur de la corde, d'où la relation entre la dimension physique des instruments et les fréquences qui vont pouvoir être excitées dans l'instrument. Mais on peut également, comme un bon musicien sait faire, on peut également ajuster la fréquence d'un instrument, soit en changeant la longueur L, on le voit ici par la forme de l'instrument, mais également l'endroit auquel on va pincer la corde. Plus on pince la corde proche de l'endroit où elle vibre, plus on va exciter des fréquences élevées. Mais on peut également changer la fréquence en changeant la tension dans la corde, d'où la raison d'être des clés ici qui vont permettre d'augmenter ou de réduire la tension dans la corde. Et évidemment, on peut choisir des cordes ayant des densités linéiques différentes. Avec des cordes plus massives, on va exciter des fréquences plus basses. Alors, pour continuer sur ce sujet, je vais aller vous montrer de nouveau l'animation qu'on a déjà vue. Alors, si vous regardez en bas, on va avoir l'onde Y1 qui va vers la droite, l'onde Y2 vers la gauche, et voici ce qui se passe. Le point bleu, cette fois-ci, ne se déplace plus. Il est sur un nœud. Pourtant, il faut bien voir qu'il y a de l'énergie qui passe à droite et à gauche. Chaque point de la corde, à chaque point de la corde, on a le cosinus oméga t qui fait que ça vibre tout le temps. Mais en chaque point de la corde, tout le long, ce cosinus oméga t-là est modulé par le sinus kx, dont on voit très bien qu'à certains endroits, il peut être forcé à 0, parce qu'à ces endroits-là, les deux ondes interfèrent de façon parfaitement destructive. On va aller regarder rapidement l'exemple 2.7 à la page 71 de votre manuel, juste pour voir un peu comment utiliser les chiffres. On nous dit une corde d'une longueur de 1,3 mètres, une masse de 3,50 grammes, fixée aux deux extrémités. Il y a un oscillateur qui vibre à une fréquence de 300 Hz et on dit qu'en augmentant la fréquence, parce qu'on a vu que la fréquence est reliée aux longueurs d'onde, on produit une autre onde stationnaire à une fréquence de 350 Hz. Bon, ici, il est important de voir qu'on excite toutes ces fréquences-là, il y a toujours de l'énergie dans la corde, mais il y a seulement à 300, puis ensuite à 350 Hz, que là,
l'onde va se construire. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'onde incidente d'un côté est réfléchie. Il faut qu'à chaque point, lorsqu'elles interfèrent, il faut qu'elles interfèrent de façon constructive. Et ça va arriver seulement lorsque on est dans les cas où la longueur de la corde inclut un nombre demi-entier de fois la longueur d'onde. Donc, n fois lambda sur 2. Pour tous les autres cas, des ondes vont revenir partiellement hors de phase ou totalement hors de phase et il n'y aura pas construction d'une onde résultante. Donc, revenons à notre exemple. C'est ça, les fréquences entre 300 et 350 ne créent pas d'onde stationnaire et on demande quelle est la tension dans la corde. Alors, on va regarder le raisonnement qui est fait. Si on fait le nombre, la fréquence n fois f1, etc., n, la fréquence suivante, n plus 1, c'est n plus 1 fois f1, et la différence entre les deux, c'est donc f1. Donc, peu importe entre quelle fréquence, entre deux fréquences, il y aura toujours une fois la fréquence fondamentale. Or, on nous dit qu'on a une fréquence à 350 et une à 300. On a donc que le fondamental est égal à 50 et la tension dans la corde en isolant F dans notre équation, la fréquence ici, on va aller chercher l'intensité, la grandeur de la force, on va isoler la force F et on va faire le calcul. Or, c'était ici ce petit point-ci que je voulais faire ressortir dans cet exemple. Je vais aller regarder avec vous deux exercices dans le manuel. L'exercice 38 en page 77. Bon, dans cet exercice-là, on nous donne deux ondes, Y1, Y2, et on nous demande de dire quelle est la fonction d'onde de l'onde résultante. C'est juste vraiment un exercice de calcul que je vais faire rapidement avec vous. On applique notre identité trigonométrique. On a Y1 plus Y2, on met l'amplitude en évidence et on voit qu'on a affaire à un sinus A plus un sinus B et on va appliquer ceci tout simplement. On fait le A plus B, ça fait 20.9 moins 25.1 plus 20.9 plus 25.1 et ce qui reste, c'est le sinus 20.9x. Le cosinus A moins B, on fait les choses correctement et on trouve cosinus de moins 25. Bon, le cosinus de A étant égal au cosinus de moins A, on peut se permettre d'enlever le signe négatif et on trouve la réponse ici. Je vais maintenant aller regarder l'exercice 47 qui est en page 78. Or, dans cet exercice-là, on nous dit, il y a une corde fixée à ces deux extrémités qui est dans le troisième harmonique, donc la fréquence numéro 3, est parcourue par l'onde décrite par cette fonction-ci, et on demande quelle est la longueur de cette corde. Alors là, c'est vraiment un cas où on voit qu'on doit devenir très habile, très agile à utiliser toutes nos relations entre les variables. On nous dit que c'est la fréquence numéro 3. On sait que la relation entre la fréquence et la fréquence angulaire, c'est celle-ci. Donc, la fréquence numéro 3, la fréquence angulaire, c'est tout ce qui multiplie le temps t. Donc, on a 4 sur 2pi. On a que la fréquence numéro 3 est égale à 2 sur pi. Par contre, on a également démontré que la fréquence numéro 3 est égale à nv sur 2l, donc 3v sur 2l. On peut calculer la vitesse en se servant d'une relation qu'on a déjà établie précédemment. La vitesse est égale à oméga sur k. Le oméga, c'est ce qui multiplie le temps, et le k, c'est ce qui multiplie x. On trouve donc que la vitesse est égale à 1 sur pi. On avait trouvé que la F3 était égale à 2 sur pi. Maintenant, on vient de trouver que, et on savait que c'était égal aussi à 3v sur 2l, ben on met les deux équations l'une égale à l'autre et on peut résoudre pour la longueur de la corde qui est 0,75 mètres.
Alors, cet exemple-là, cet exercice-là, sert à illustrer combien il est important pour vous d'être très habile à manipuler nos différentes relations entre les différentes variables. Je vais revenir à nos diapos et vous montrer que ce qu'on vient de discuter n'est pas vrai uniquement pour les cordes. Ici, on montre, mais c'est évidemment plus difficile à démontrer, mais dans l'espace à 2 dimensions, ici, on donne l'exemple d'une peau de tambour qu'on aurait frappé en son centre ou sur un côté. Le fait de frapper lance dans le matériau. On a déjà vu, je vous ai déjà montré qu'on peut représenter n'importe quel événement temporel ou spatial par une somme de plusieurs fréquences. Alors, frapper avec un marteau ou pincer une corde ou frapper avec une baguette sur une peau de tambour, ça excite toutes les fréquences. Mais celles qui vont être entretenues sont celles qui correspondent au mode stationnaire ici dans la peau de tambour. Il y a des applications à ça, notamment, j'ai passé beaucoup d'années à faire de l'inspection dans les matériaux. On le faisait au moyen de laser ultrasons, mais il existe des méthodes d'inspection des ailes des avions dans lesquelles on va, au moyen d'un mécanisme, donner un choc, une impulsion d'air à très haute pression qui va faire vibrer l'aile de l'avion et on s'attend à certains modes de vibration. On va, au moyen d'une méthode optique, regarder si ça vibre bien dans le mode présumé. Sinon, on pourra conclure à la présence d'un défaut, d'une fissure ou quelque chose. Alors, ce sont des méthodes qui sont employées dans l'inspection des matériaux. Si les matériaux peuvent vibrer de cette manière-ci, ben, c'est là aussi qu'on voit qu'il y a des applications, notamment en architecture. Pour résister au séisme, on va faire en sorte que la forme géométrique du bâtiment, comment on va disposer les poutres, les croix qu'on va mettre entre les poutres pour changer la géométrie, ben, tout ça va faire en sorte qu'on va préparer le bâtiment à mieux résister aux fréquences de séisme présumées pouvant passer à cet endroit-là. On vient de voir que, et on peut y retourner, on vient de voir que la fréquence excitée va dépendre de la longueur des dimensions physiques, mais également de la vitesse dans le matériau qui correspond à la sorte de matériau, densité, toutes ces choses-là. Ce qui veut dire que pour un matériau, si on veut limiter les fréquences de résonance, on aura intérêt à faire en sorte que le matériau ne puisse vibrer qu'à des fréquences très, très élevées. Pourquoi? Parce qu'on a déjà vu que la puissance est proportionnelle au carré de la fréquence angulaire et c'est relié à la fréquence, donc c'est relié à la longueur d'onde. Pour une même fréquence donnée, si on force le matériau à ne vibrer qu'à des fréquences très élevées, ben ça va réduire l'amplitude du mouvement parce qu'on a vu que la puissance est reliée au carré de la fréquence angulaire et au carré de l'amplitude. Alors, pour une puissance donnée, par exemple d'une onde sismique, si on force le matériau à ne pouvoir vibrer que dans des très hautes fréquences, par conséquent, l'amplitude du mouvement va être très faible. D'où l'idée, dans un matériau, de mettre des croix, de forcer la géométrie à ce que, à chaque endroit, ça soit seulement des très petites dimensions qui puissent vibrer, forçant ainsi des fréquences élevées. J'ai déjà eu un cas où une compagnie pour laquelle je travaillais, il y avait on utilisait des caméras pour inspecter les matériaux et les ingénieurs de mécanique sont venus me rapporter que il y avait une caméra qui vibrait énormément. Je suis allé voir et ils avaient fait la conception mécanique d'une façon que la caméra était déposée sur une plaque de assez bonne dimension
et c'était une belle plaque qui ne demandait qu'à vibrer. Or, la solution, je leur ai donné très rapidement, il fallait rajouter sur cette plaque-là des sections transverses qui faisaient en sorte que la plaque était séparée en toutes plus petites unités, forçant ainsi vibration à des fréquences plus élevées, réduisant par autant l'amplitude maximale des vibrations possibles. Ça s'applique aussi à des lasers. Le laser, c'est une onde qui se propage entre deux miroirs et qui rebondit. La distance entre les miroirs va favoriser certaines ondes stationnaires plutôt que d'autres. Donc, le laser, c'est aussi, ça vient d'ondes stationnaires. Je vais compléter en allant regarder avec vous un vidéo. Donc, on va avoir un YouTube à l'intérieur de YouTube qui est celui de l'effondrement du pont de Tacoma survenu en 1940. Et c'est vraiment une question d'onde stationnaire. It lasted just 4 months. During construction, we see the steel girders, 8 feet tall, which were supposed to stiffen the bridge against bending. However, some up and down vibration was observed during the entire useful life of the bridge. Here's opening day. Monsieur le maire est très fier. Le mode en torsion, ça va être le mode de vibration transverse. On November 7th, the bridge suddenly went into a twisting motion. The wind speed was a steady 42 miles per hour. This was enough to keep the bridge oscillating in one of its natural modes of vibration, with a period of 5 seconds. A professor of engineering went out to see what had happened. He's coming back, walking with some difficulty along the nodal line, which is the center stripe of the roadway. La ligne nodale, c'est là où il y a un nœud tout le long du pont, de la travée. Alors, rappelez-vous qu'il s'agit de poutres dont la hauteur est de 8 pieds. Et pourtant, ça verrait It's remarkable that the girders were this flexible. This is photographed at normal speed. However, a collapse was inevitable after a little more than an hour of this. The car had been abandoned earlier. No one was injured in the whole affair. However, a small dog in the car was frightened and was afraid to come out, and he perished along with the bridge. Alors, on voit que des résonances, ça peut être des ondes stationnaires, ça peut être très, très dangereux, porter à beaucoup de conséquences. On a vu d'où ça venait, comment ça se produisait. Ça arrive quand des ondes aller-retour vont interférer de façon constructive, vont s'entretenir et certains points vont donner zéro. Lorsque les deux ondes interfèrent,
Ici, ce qui est arrivé pour ce pont-là, en réalité, c'est que le vent a pris en dessous et a excité des modes. On parle d'une force qui entretient le mouvement et on a eu une résonance qui a été induite. Le fait que des ondes peuvent s'annuler mutuellement, vous l'avez vu dans l'exemple de la corde, je l'ai vu physiquement au moment où je produisais des ondes de surface sur une tige d'aluminium, pardon, et en se rapprochant d'une extrémité, l'onde était générée à un endroit, se rendait plus loin et revenait réfléchie sur l'extrémité, et à un certain endroit, il y avait interférence destructive complète des ondes allant dans la direction et réfléchie. Donc, ça existe et ça peut être dans certains cas assez dangereux. Or, ceci complète le chapitre 2 où on introduit les ondes mécaniques, on introduit toute la terminologie et on l'a appliqué aux ondes transversales, les ondes dans lesquelles la déformation est transverse à la direction de propagation. Dans le chapitre 3, on va regarder le cas des ondes sonores, où là, on a l'onde longitudinale.